Puissant livre oublié présente un résumé de The Way to Willpower par Henry Hazlitt. Découvrez des stratégies concrètes pour renforcer votre volonté, surmonter la procrastination et atteindre vos objectifs avec détermination. Introduction. La flamme sacrée de la volonté. Au plus profond de l'être humain, niché entre l'aspiration et l'action, brûle une flamme d'une puissance indicible, capable de transformer le rêve en réalité et l'intention en accomplissement. La volonté. C'est le moteur invisible, le sculpteur silencieux qui façonne nos vies, nous propulsant au-delà des obstacles, des doutes et des inerties. Dans un monde qui célèbre souvent le talent inné ou l'intelligence brillante, Henry Hazlitt, avec une clarté désarmante, nous rappelle dans son œuvre précieuse The Way to Willpower, la voie de la volonté, que sans cette force motrice, même les dons les plus exceptionnels restent inertes, des graines sans terreau, des potentiels jamais éclos. Imaginez un artiste doué, capable de visions magnifiques, mais incapable de prendre le pinceau jour après jour. Pensez à l'intellectuel brillant, dont les idées révolutionnaires demeurent des fragments épars, jamais organisés en œuvres concrètes. Considérez l'entrepreneur visionnaire qui, malgré une intelligence aiguisée, échoue à lancer son projet faute de persévérance face aux premières difficultés. Dans chacun de ces scénarios, le talent est là, l'intelligence est présente, mais la volonté, cette capacité à initier et à maintenir l'effort, manque à l'appel. C'est elle qui fait la différence entre l'ébauche et le chef-d'œuvre, entre la pensée et l'action, entre le rêve et l'accomplissement. Sans la volonté, les plus belles intentions se dissipent comme la fumée, et les chemins vers la réussite restent inexplorés. Elle est la colonne vertébrale de toute entreprise humaine significative. Henry Hazlitt, figure intellectuelle aux multiples facettes, a su, à travers ce livre, décomposer les mécanismes complexes de cette force intérieure. Son travail n'est pas un simple guide de développement personnel, mais une exploration philosophique et psychologique des fondations de la maîtrise de soi. Il nous invite à comprendre que la volonté n'est pas une qualité mystique que l'on possède ou non, mais une compétence à développer, un muscle à entraîner, un art à parfaire. C'est une œuvre qui, bien que rarement citée dans les courants dominants du développement personnel contemporain, renferme des vérités fondamentales sur la nature de la discipline et de la détermination. Elle nous offre une feuille de route pour cesser d'être les esclaves de nos impulsions et devenir les maîtres conscients de notre propre destin. Dans les leçons qui vont suivre, nous allons plonger au cœur de cette force vitale. Nous comprendrons ce qu'est véritablement la volonté en la distinguant des désirs passagers. Nous découvrirons comment elle peut être cultivée comme une compétence à travers des habitudes qui la renforcent. Nous apprendrons l'importance cruciale de définir et de poursuivre des objectifs clairs et comment l'autodiscipline est le bras armé de la volonté. Nous explorerons des stratégies pour gérer les tentations et les distractions qui sapent notre détermination, et nous verrons comment nourrir l'énergie mentale et physique pour soutenir nos efforts. Enfin, nous appliquerons ces principes à la vie elle-même, découvrant que la volonté est la véritable clé de la liberté et de l'épanouissement. Préparez-vous à une transformation, car la compréhension et l'application de ces principes vous donneront les clés pour développer une volonté inébranlable, capable de réaliser vos aspirations les plus profondes. N'oubliez pas de vous abonner à Puissants Livres Oubliés pour continuer ce voyage avec nous, car ensemble, nous réveillerons les forces qui sommeillent en chacun et dans les textes anciens. Leçon 1. Comprendre la volonté. Dans le sillage de notre introduction qui a posé les bases de la puissance de la volonté, Henry Hazlitt nous invite à une exploration plus profonde. Qu'est-ce que la volonté selon lui? Ce n'est pas une simple force brute ou une obstination aveugle. Hazlitt la dépeint comme une énergie subtile et complexe, la capacité consciente de l'esprit à initier et à soutenir une action, même en présence d'obstacles, de doutes ou de tentations. La volonté est ce qui nous permet de choisir notre chemin, de persévérer sur celui-ci et de transformer nos intentions en réalité. Elle est l'architecte silencieux de nos accomplissements, le fondement sur lequel se bâtit toute forme de succès personnel et professionnel. Sans une compréhension claire de sa nature, nous sommes comme des marins sans carte, à la merci des courants et des vents du hasard. Pour Hazlitt, la volonté n'est pas un concept monolithique.
Elle est l'expression d'une volonté consciente, distincte des pulsions instinctives ou des réactions automatiques. Lorsque nous choisissons de nous lever tôt pour travailler sur un projet, même si notre corps aspire au sommeil, c'est la volonté qui est à l'œuvre. Lorsque nous persistons à apprendre une nouvelle compétence malgré les frustrations initiales, c'est la volonté qui nous porte. Cette force est le reflet de notre capacité à exercer un contrôle sur nos impulsions, nos désirs immédiats et nos états émotionnels passagers. Elle est la manifestation de notre liberté d'action, notre pouvoir de ne pas être simplement des créatures de l'habitude ou du plaisir instantané, mais des êtres capables de diriger leur propre destin. C'est l'acte de s'affirmer face à soi-même et face au monde, de dire oui à un but supérieur et de maintenir ce oui malgré les sirènes de la facilité. La distinction cruciale que Hazlitt établit réside dans la différence entre un désir passager et une véritable force de volonté. Le désir est éphémère, souvent impulsif, et ne requiert pas d'efforts soutenus. Nous pouvons désirer une nouvelle voiture, un régime alimentaire sain ou la lecture d'un livre complexe. Ces désirs flottent à la surface de notre conscience, n'exigeant aucune action immédiate. Ils sont souvent motivés par le plaisir instantané ou l'évitement d'une douleur à court terme. Un désir est une étincelle. La volonté est le feu qui se nourrit de cette étincelle et la maintient ardente. La véritable force de volonté, en revanche, est la persistance dans l'action malgré l'absence de gratification immédiate et souvent en dépit de l'inconfort ou de la difficulté. C'est la capacité à dire non à une tentation présente pour dire un oui plus grand à un objectif futur. C'est l'engagement à long terme envers un but qui transcende le simple désir. Par exemple, désirer être en forme est une chose, avoir la volonté de s'entraîner régulièrement, de faire des choix alimentaires sains jour après jour, même lorsque l'on est fatigué ou tenté par la malbouffe, en est une autre. Le désir peut disparaître dès la première difficulté. La volonté est ce qui permet de surmonter cette difficulté et de continuer. Hazlitt nous montre que la volonté se manifeste non pas dans l'envie mais dans l'endurance. Les désirs passagers sont souvent réactifs, nés d'une stimulation externe. La volonté est proactive, émanant d'une décision intérieure. Le désir est la graine. La volonté est le jardinier qui arrose, protège et cultive la graine jusqu'à ce qu'elle devienne un arbre robuste. Sans volonté, nos vies seraient une succession de caprices, de projets inachevés et de regrets. La volonté est le ciment qui lie nos aspirations à nos actions. Elle est la constance qui transforme les tentatives sporadiques en progrès constants. C'est une force qui s'exprime dans la persévérance silencieuse, dans le choix répété de faire ce qui doit être fait, même quand c'est difficile ou ingrat. Elle n'est pas spectaculaire dans son expression quotidienne, mais elle est monumentale dans ses résultats à long terme. Hazlitt met également en lumière les erreurs courantes qui affaiblissent notre détermination. La première de ces erreurs est le manque de clarté dans nos objectifs. Si notre but est vague, notre volonté le sera aussi. Un objectif flou ne fournit aucune direction claire à l'énergie de la volonté, la laissant se dissiper. C'est comme vouloir voyager sans destination précise. On ne sait pas où aller et on finit par s'épuiser sans jamais atteindre un port significatif. La volonté a besoin d'un point d'ancrage, d'une étoile polaire vers laquelle se diriger. Sans cette clarté, l'esprit est enclin à la procrastination, à la distraction et à l'auto-sabotage. L'énergie de la volonté est comme un rayon laser. Pour être efficace, elle doit être focalisée sur un point précis. La deuxième erreur est la surcharge. Tenter d'exercer sa volonté sur trop de fronts à la fois est une recette pour l'échec. La volonté, comme toute ressource, est limitée. Si nous nous fixons un nombre déraisonnable de résolutions ou de changements de comportement simultanés, nous épuisons rapidement nos réserves. Hazlitt nous avertirait que la volonté se dilue lorsqu'elle est étirée trop finement. Il est plus sage de concentrer sa force de volonté sur une ou deux habitudes cruciales à la fois, de les maîtriser puis de passer aux suivantes. C'est une stratégie de conquête progressive, où chaque petite victoire renforce la capacité générale de la volonté. Essayer de tout changer en même temps est une forme d'imprudence qui mène au découragement et à l'abandon. Une autre erreur est de succomber à la gratification instantanée.
Nous vivons dans une société qui valorise le plaisir immédiat et la commodité. Cela affaiblit notre muscle de la volonté, car nous sommes constamment conditionnés à éviter l'inconfort et à rechercher la satisfaction rapide. Hazlitt nous enseigne que la volonté est intrinsèquement liée à la capacité à retarder la gratification, à choisir le bénéfice à long terme sur le plaisir à court terme. Chaque fois que nous cédons à une impulsion immédiate qui va à l'encontre de nos objectifs à long terme, nous affaiblissons notre détermination. C'est une bataille quotidienne contre les sirènes de la facilité, une discipline constante du non aux plaisirs éphémères pour un oui plus grand aux aspirations profondes. Le manque de confiance en soi est aussi un affaiblissement majeur de la volonté. Si nous ne croyons pas en notre capacité à accomplir ce que nous nous sommes fixés, notre volonté sera hésitante et faible. Le doute ronge la détermination. Hazlitt suggérerait que la confiance se construit par de petites victoires. Chaque engagement tenu envers soi-même, chaque petit objectif atteint, renforce la foi en sa propre force de volonté, créant un cercle vertueux. La volonté et la confiance sont deux forces qui se nourrissent mutuellement. Enfin, l'autocritique excessive et le perfectionnisme peuvent paralyser la volonté. La peur de l'échec, la crainte de ne pas être assez bien peut nous empêcher d'initier l'action ou de persévérer face aux inévitables revers. Un esprit qui se juge constamment épuise sa volonté dans le blâme et la rumination. Hazlitt nous pousserait à l'action imparfaite mais persistante. Mieux vaut une action imparfaite qu'une inaction parfaite. L'apprentissage et le progrès viennent de l'expérimentation, non de la paralysie. La bienveillance envers soi-même est un carburant essentiel pour la volonté. Comprendre la volonté, selon Henry Hazlitt, dans The Way to Willpower, c'est reconnaître qu'elle est bien plus qu'une simple vertu. C'est une force motrice fondamentale de l'existence humaine, le fleuve caché qui alimente nos ambitions. En discernant la volonté des désirs passagers et en évitant les pièges courants qui affaiblissent notre détermination, nous commençons à bâtir une fondation solide pour une vie de maîtrise de soi. C'est le premier pas essentiel pour transformer une simple intention en une action puissante et persistante, capable de sculpter la réalité selon nos désirs les plus profonds. C'est un voyage intérieur qui mène à la liberté et à la réalisation de soi. Leçon 2. La volonté comme compétence. Après avoir établi ce qu'est la volonté et l'avoir distingué des simples désirs passagers, Henry Hazlitt nous révèle une vérité profondément libératrice et habilitante. La volonté n'est pas innée, elle s'entraîne comme un muscle. C'est un point de vue révolutionnaire dans un monde qui tend souvent à attribuer le succès à des talents héréditaires ou à des coups de chance. Pour Hazlitt, la puissance de la volonté n'est pas un don, mais une compétence acquise, un attribut que l'on peut développer et fortifier par une pratique délibérée et un effort soutenu. C'est la bonne nouvelle pour quiconque a déjà douté de sa propre capacité à persévérer. La détermination est à la portée de tous, pourvu que l'on s'engage dans son entraînement. Cette analogie avec le muscle est d'une richesse immense. Tout comme un muscle physique, la volonté se développe par l'exercice. Si vous soulevez des poids régulièrement, vos biceps se renforcent. De même, si vous exercez délibérément votre volonté sur des tâches exigeantes, votre capacité à persévérer et à résister aux tentations grandit. Et, comme un muscle qui s'atrophie faute d'utilisation, la volonté s'affaiblit si elle n'est pas sollicitée. Une vie de facilité, de gratification immédiate et de fuite devant l'effort, même mental, rend la volonté molle et inefficace. Hazlitt nous exhorte donc à rechercher activement les opportunités d'exercer cette force intérieure, non pas en attendant les grandes épreuves de la vie, mais en intégrant des défis délibérés dans notre quotidien. L'entraînement de la volonté commence par de petits actes de discipline. Il ne s'agit pas de s'attaquer à la plus grande montagne dès le premier jour. Cela serait contre-productif et risquerait de décourager l'effort avant même qu'il ne commence. Au contraire, Bennett suggère de commencer par des tâches mineures qui requièrent un léger effort de volonté. Par exemple, faire son lit le matin, prendre une douche froide rapide, résister à l'envie de consulter son téléphone pendant 1 heure, lire un livre stimulant au lieu de regarder la télévision. Ces petites victoires, cumulées, renforcent le muscle de la volonté et construisent la confiance en sa propre capacité à s'autodiscipliner.
Chaque fois que l'on tient un petit engagement envers soi-même, on dépose une pièce d'or dans la banque de sa détermination. L'importance de la régularité est primordiale. Tout comme un entraînement physique sporadique ne mène à aucun résultat durable, l'exercice de la volonté doit être constant. C'est la répétition quotidienne des petits efforts qui forge une volonté inébranlable. Il s'agit de créer une habitude de discipline, où l'effort de volonté devient moins un combat et plus une seconde nature. Cette régularité est la clé de la transformation, passant d'une volonté faible et hésitante à une force robuste et fiable. C'est la persévérance silencieuse dans l'effort quotidien qui sculpte le caractère et la détermination. Hazlitt nous invite à comprendre comment identifier les habitudes qui renforcent la volonté. Ces habitudes sont souvent celles qui exigent de nous de retarder la gratification, de faire face à un certain inconfort ou de persévérer malgré l'ennui ou la difficulté. Inversement, il faut identifier les habitudes qui l'affaiblissent. La procrastination systématique, la recherche constante de divertissements passifs, la tendance à éviter tout ce qui est difficile, la dépendance à la gratification instantanée. Une habitude puissante pour renforcer la volonté est la planification consciente. En décidant à l'avance de ce que l'on va faire et en s'y tenant, on exerce sa volonté. Cela peut être aussi simple que de planifier ses repas pour la semaine pour éviter les craquages impulsifs, ou d'établir un emploi du temps pour ses heures de travail et de loisirs. Chaque fois que l'on respecte son propre plan, on renforce la capacité de son esprit à diriger ses actions plutôt qu'à réagir aux impulsions du moment. La planification réduit la friction du choix et permet à la volonté de se concentrer sur l'exécution. La fixation d'objectifs clairs et difficiles, mais atteignables, est une autre habitude fondamentale. Lorsque l'on se fixe un défi qui demande un effort soutenu, on crée un terrain d'entraînement idéal pour la volonté. Il est crucial que l'objectif soit suffisamment exigeant pour étirer le muscle de la volonté, mais pas tellement irréaliste qu'il conduise au découragement. Le chemin vers l'objectif, avec ses inévitables obstacles, est l'occasion d'exercer sa persévérance, sa résilience et sa détermination à ne pas abandonner. Chaque fois que l'on surmonte une difficulté sur ce chemin, la volonté se renforce. Une habitude souvent négligée mais puissante est la pratique du mini-effort. Choisissez une tâche que vous avez tendance à repousser et décidez d'y consacrer seulement 5 minutes. Le simple fait de commencer, même pour une courte période, est un acte de volonté qui brise la procrastination. Souvent, une fois que l'on a commencé, on trouve l'élan nécessaire pour continuer plus longtemps. Cette technique, en abaissant le seuil de l'effort, rend l'exercice de la volonté moins intimidant et plus accessible au quotidien. C'est une stratégie astucieuse pour tromper l'inertie et mettre la volonté en mouvement. Les exemples de personnes ayant construit une discipline exceptionnelle abondent dans l'histoire, et Hazlitt s'en inspirerait certainement. Pensez à un athlète olympique. Son talent est une base, mais c'est sa volonté inébranlable qui le pousse à s'entraîner des heures par jour, à suivre un régime alimentaire strict, à endurer la douleur et la fatigue, année après année, pour atteindre un objectif précis. Cette discipline n'est pas venue naturellement. Elle a été forgée par des milliers d'heures d'efforts répétés, de choix difficiles et de persévérance face à l'adversité. Considérez un compositeur comme Beethoven, qui, malgré la surdité progressive, a continué à composer des chefs-d'œuvre. Sa passion était un moteur, mais c'est sa volonté de continuer à créer, malgré un obstacle dévastateur qui a défini son héritage. Il aurait pu abandonner, mais il a choisi de puiser dans une source de détermination intérieure inépuisable, trouvant de nouvelles manières d'entendre la musique dans son esprit. Pensez à un entrepreneur qui bâtit une entreprise à partir de zéro. Il fait face à des échecs, des refus, des incertitudes financières. Sa vision est importante, mais c'est sa volonté de se lever chaque jour, de persévérer malgré les revers, de travailler de longues heures, de résoudre des problèmes apparemment insolubles qui transforment sa vision en réalité. Cette capacité à maintenir le cap quand tout semble aller de travers est la marque d'une volonté exceptionnelle. Ces individus ne sont pas nés avec une volonté de faire. Ils l'ont sculptée par l'action, la persévérance et le choix conscient de ne jamais abandonner.
Leurs vies sont des témoignages vivants du pouvoir transformateur d'une volonté exercée. Hazlitt nous encourage à voir chaque jour comme une nouvelle occasion d'exercer et de renforcer notre volonté. Chaque petite décision que nous prenons, chaque habitude que nous choisissons de suivre ou de rompre, est une opportunité d'entraîner ce muscle intérieur. C'est en embrassant les petits inconforts, en choisissant la discipline plutôt que la facilité, et en persévérant face aux obstacles, même minimes, que nous bâtissons une volonté inébranlable. Cette force, une fois cultivée, ne sert pas seulement à atteindre des objectifs extérieurs, elle nous confère une maîtrise de soi qui est la source d'une profonde liberté intérieure et d'une sérénité durable. La volonté est le fondement de toute autodiscipline, et l'autodiscipline est le chemin vers la véritable indépendance. Leçon 3. Définir et poursuivre des objectifs clairs. Ayant compris que la volonté est une compétence qui se forge par l'exercice, Henry Hazlitt nous conduit désormais à un principe fondamental qui donne à cette force sa direction et sa puissance, la nécessité impérieuse de définir et de poursuivre des objectifs clairs. Sans un but précis, même la volonté la plus robuste est vouée à l'errance, se dispersant dans l'agitation stérile. Pour Hazlitt, un objectif clair n'est pas seulement un idéal lointain. C'est la boussole intérieure qui oriente chaque décision, chaque effort et chaque persévérance, transformant ainsi l'énergie brute de la détermination en une force focalisée et irrésistible. C'est le grand secret de ceux qui, au lieu de se laisser porter par le courant, naviguent délibérément vers des rivages choisis. Pourquoi un but précis stimule la volonté? La volonté est intrinsèquement liée à l'intention. Lorsque cette intention est vague, l'esprit manque de point d'ancrage. Il est comme un navire sans port d'attache, dérivant au gré des vents et des courants, dépensant son énergie sans jamais atteindre de destination significative. Un objectif précis, en revanche, agit comme un puissant aimant pour la volonté. Il lui donne une raison d'être, une direction vers laquelle canaliser son énergie. La clarté de l'objectif dissipe l'incertitude et la confusion, qui sont les plus grands saboteurs de la détermination. Quand nous savons exactement ce que nous voulons et pourquoi nous le voulons, notre esprit est naturellement plus enclin à mobiliser ses ressources pour l'atteindre. Un objectif clair fournit une feuille de route. Il permet de mesurer les progrès, de reconnaître les succès intermédiaires et de rester motivé. Sans cette clarté, l'effort peut sembler sans fin et le découragement s'installe facilement. Savoir où l'on va est la première étape pour y arriver. De plus, un but précis crée un contrat avec soi-même. C'est un engagement personnel qui, par sa formulation nette, devient difficile à esquiver. Il donne une structure à notre pensée et à notre action, nous permettant de dire oui aux activités alignées et non aux distractions. Cette discipline de choix est la respiration de la volonté. Plus l'objectif est défini, plus il est facile d'évaluer si une action donnée nous rapproche ou nous éloigne de notre but, et donc de prendre des décisions éclairées qui renforcent notre détermination. L'importance des micro-objectifs pour garder le cap est une stratégie clé que Hazlitt aurait ardemment défendue. Un grand objectif peut être intimidant par son ampleur. Tenter d'y faire face d'un seul coup est souvent une recette pour la paralysie. La sagesse réside dans l'art de la décomposition. Un objectif majeur doit être divisé en une série de petits pas, de micro-objectifs qui, pris individuellement, semblent atteignables. Chaque micro-objectif devient une petite victoire qui alimente la volonté et maintient l'élan. C'est comme construire une cathédrale brique par brique, au lieu d'essayer de la bâtir en un seul bloc. Ces micro-objectifs servent de jalons sur le chemin. Ils fournissent des points de contrôle réguliers, permettant de s'auto-évaluer et d'ajuster sa trajectoire si nécessaire. Une victoire sur un micro-objectif libère une dose de dopamine, le neurotransmetteur du plaisir et de la motivation, qui renforce le comportement et encourage la persévérance. C'est une stratégie psychologique qui nourrit la volonté par le succès progressif. Si l'objectif est d'écrire un livre, les micro-objectifs pourraient être écrire 500 mots par jour, rechercher un chapitre spécifique, contacter un éditeur potentiel par semaine. Chacun de ces petits pas est gérable, et leur accomplissement soutient la motivation pour l'ensemble du projet. La création de micro-objectifs aide également à surmonter la procrastination. La procrastination est souvent la réaction de l'esprit
face à une tâche perçue comme trop grande ou trop difficile. En la réduisant à un petit pas, la résistance diminue. Le fameux « juste 5 minutes » est une application intuitive de ce principe. L'objectif est si petit qu'il est difficile de ne pas le commencer. Et souvent, une fois commencé, l'élan prend le dessus. Hazlitt nous montre que la volonté ne s'exerce pas seulement dans les grandes batailles, mais aussi dans la conquête de ces petites résistances quotidiennes. La capacité à éviter la dispersion et l'autosabotage est une conséquence directe de la clarté des objectifs et de l'utilisation judicieuse des micro-objectifs. La dispersion est l'ennemi juré de la volonté. Lorsque l'on manque de direction claire, l'énergie mentale se fragmente. On commence plusieurs projets sans en finir aucun. On se laisse distraire par des activités non essentielles. On se sent constamment occupé, mais jamais réellement productif. Cette dispersion est un auto-sabotage silencieux, car elle empêche toute réalisation significative et alimente un sentiment de frustration et d'échec. La volonté, pour être efficace, doit être un laser, non une ampoule diffuse. La clarté des objectifs agit comme un filtre puissant. Chaque fois qu'une nouvelle opportunité ou une distraction se présente, l'esprit peut se poser la question « Cela me rapproche-t-il de mon objectif principal ?» Si la réponse est non, la volonté peut alors s'exercer à dire non à cette distraction, protégeant ainsi l'énergie et l'attention pour ce qui compte vraiment. C'est l'art de l'élimination, aussi crucial que l'art de l'action. Savoir ce qu'il ne faut pas faire est aussi important que savoir ce qu'il faut faire. L'auto-sabotage prend de nombreuses formes, la procrastination, le perfectionnisme excessif qui empêche de commencer, la tendance à se plaindre plutôt qu'à agir, la recherche de validation externe constante ou la capitulation face à la moindre difficulté. Hazlitt insinuerait que ces comportements sont souvent enracinés dans un manque de volonté dirigée. Si l'objectif n'est pas clair et si le chemin n'est pas décomposé en étapes gérables, l'esprit trouve des excuses pour ne pas avancer. L'auto-sabotage est la manifestation d'une volonté non entraînée ou mal dirigée, qui se retourne contre soi. Pour contrer l'auto-sabotage, Hazlitt nous encourage à cultiver une conscience aiguë de nos propres tendances. Quels sont les déclencheurs de notre procrastination? Quelles sont les pensées qui nous poussent à abandonner? En reconnaissant ces schémas, nous pouvons développer des stratégies proactives pour les contourner. Cela peut impliquer de créer des contraintes positives, par exemple s'engager publiquement envers un objectif, de travailler avec un partenaire de responsabilité ou de mettre en place des systèmes qui rendent plus difficile l'auto-sabotage. Par exemple, bloquer les sites web distrayants. La persévérance, cette marque de la volonté, est le fruit de cette clarté et de cette discipline. C'est la capacité à continuer d'avancer, même lorsque l'enthousiasme initial s'est estompé et que seule la discipline maintient le cap. Un objectif clair est la ligne d'arrivée que l'on garde en vue. Les micro-objectifs sont les marques de distance qui nous disent que nous avançons. Sans ces deux éléments, le marathon de la vie peut sembler trop long et trop éprouvant. En somme, Henry Hazlitt nous révèle dans The Way to Willpower, la voie de la volonté, que la volonté est une force dormante qui s'éveille et se renforce par la clarté de l'intention. Définir des objectifs précis n'est pas une simple formalité, mais un acte de puissance qui donne à notre détermination sa direction et son élan. En décomposant ces objectifs en micro-étapes gérables, nous cultivons la persévérance et évitons les pièges de la dispersion et de l'auto-sabotage. C'est la boussole de l'intention qui nous permet de naviguer avec succès à travers les complexités de l'existence, transformant nos aspirations les plus élevées en une réalité tangible. C'est le secret des vies bien vécues, non pas par accident, mais par une volonté consciemment dirigée. Leçon 4. Le rôle de l'autodiscipline. Ayant cerné la volonté comme une compétence façonnée par des objectifs clairs, Henry Hazlitt nous conduit maintenant au cœur de son application pratique. L'autodiscipline. Si la volonté est le moteur, l'autodiscipline est la direction, la main ferme sur le gouvernail qui maintient le cap à travers les tempêtes et les tentations. Elle est la manifestation concrète de la volonté en action, la capacité à se réguler, à initier et à maintenir des comportements alignés avec nos objectifs à long terme, même lorsque les désirs immédiats nous poussent dans une direction opposée. Pour Hazlitt, l'autodiscipline n'est pas une punition, mais une libération, la clé qui ouvre les portes de la véritable liberté et de la maîtrise de soi.
C'est l'art de gouverner son propre royaume intérieur avec sagesse et détermination. Le lien entre volonté et autodiscipline est indissociable. La volonté est la force intérieure qui initie le désir d'agir selon un but. L'autodiscipline est l'habitude et la pratique de traduire ce désir en action soutenue. Sans autodiscipline, la volonté reste une intention stérile, un potentiel inexploité. Une personne peut avoir une forte volonté de réussir, mais sans l'autodiscipline nécessaire pour travailler chaque jour, pour étudier, pour persévérer face aux échecs, cette volonté ne mènera nulle part. L'autodiscipline est donc la mise en œuvre concrète de la volonté, le canal par lequel l'énergie de la détermination se manifeste dans le monde réel. C'est le pont entre l'aspiration et la réalisation. Hazlitt nous enseigne que l'autodiscipline est le refus conscient de la gratification instantanée au profit d'un bénéfice futur. C'est le choix répété de faire ce qui est difficile mais nécessaire, plutôt que ce qui est facile mais improductif. Ce n'est pas une bataille permanente contre soi-même, mais la construction progressive d'habitudes qui rendent les choix difficiles plus faciles et les choix productifs plus naturels. L'autodiscipline est le muscle qui grandit à chaque fois que nous faisons le bon choix, même si ce choix est inconfortable. Elle est la preuve que nous sommes les maîtres de nos impulsions et non leurs esclaves. C'est un acte de foi en notre propre capacité à influencer notre destin par des actions délibérées. La maîtrise de l'autodiscipline est particulièrement visible dans la capacité à surmonter la procrastination. La procrastination est l'ennemi le plus insidieux de l'autodiscipline, un piège qui retarde l'action et affaiblit la volonté. Elle se manifeste par le fait de remettre à plus tard les tâches importantes ou difficiles au profit d'activités plus agréables ou moins exigeantes, mais finalement moins productives. Hazlitt aurait sans doute insisté sur le fait que la procrastination n'est pas un signe de paresse, mais souvent un symptôme d'une volonté non entraînée ou d'une peur sous-jacente, peur de l'échec, peur du succès, peur de l'effort. Pour surmonter la procrastination, la première étape est la reconnaissance et l'honnêteté. Admettre que l'on procrastine est le début de la solution. Ensuite, Hazlitt suggérerait de décomposer la tâche intimidante en micro-objectifs, comme nous l'avons vu précédemment. Une grande tâche semble écrasante et déclenche la résistance de l'esprit. En la réduisant à son plus petit dénominateur commun, par exemple, écrire le premier paragraphe au lieu de écrire un rapport de 10 pages, on abaisse le seuil de l'effort et on rend le démarrage plus facile. C'est le principe de l'inertie. Il est plus facile de maintenir le mouvement que de le commencer. Une autre stratégie puissante est la règle des 5 minutes ou toute autre période courte. Décidez de travailler sur la tâche que vous reportez le plus pendant seulement 5 minutes. L'idée est de déclencher l'action. Souvent, après ces 5 minutes, l'élan est suffisant pour continuer. Même si ce n'est pas le cas, vous avez au moins fait un petit pas, et chaque petit pas renforce le muscle de l'autodiscipline. Hazlitt mettrait en avant l'importance de commencer, même imparfaitement. Le perfectionnisme est souvent une forme déguisée de procrastination, une excuse pour ne pas agir tant que toutes les conditions ne sont pas parfaites. L'autodiscipline nous pousse à l'action, reconnaissant que le progrès est plus important que la perfection initiale. La création d'un environnement propice à l'action est également essentielle. Minimiser les distractions, organiser son espace de travail et éliminer les tentations immédiates, comme son téléphone ou les réseaux sociaux, réduit la friction pour l'autodiscipline. Moins il y a d'obstacles entre l'intention et l'action, plus il est facile de maintenir son cap. Enfin, la responsabilité peut être un levier puissant. S'engager auprès d'une autre personne ou même publiquement peut créer une pression positive qui soutient l'autodiscipline lorsque la motivation vacille. Les rituels quotidiens qui nourrissent la détermination sont le cœur de l'autodiscipline durable. Bennett aurait insisté sur la puissance des habitudes. Nos vies sont en grande partie tissées par nos routines, conscientes ou inconscientes. En cultivant délibérément des rituels qui renforcent notre volonté, nous programmons notre esprit pour le succès. Un rituel est une série d'actions effectuées de manière cohérente et répétée qui, avec le temps, deviennent automatiques et nécessitent moins d'efforts de volonté.
Un rituel matinal est souvent le plus puissant. Se lever à une heure fixe, méditer quelques minutes, faire de l'exercice physique, planifier sa journée et aborder la tâche la plus importante en premier sont des rituels qui initient la journée avec un acte d'autodiscipline et donnent le ton pour le reste de la journée. Ces rituels créent une inertie positive qui porte l'individu à travers les moments de fatigue ou de tentation. Ils sont des ancrages dans le chaos du quotidien. Les pauses structurées et le repos conscient sont également des rituels essentiels. Paradoxalement, l'autodiscipline ne consiste pas à travailler sans relâche, mais à savoir quand se reposer et comment recharger ses batteries mentales et physiques. Prendre des pauses courtes et régulières pour s'éloigner de l'écran ou de la tâche intense, faire une micro-sieste ou simplement regarder au loin, sont des actes d'autodiscipline qui préviennent l'épuisement et maintiennent l'énergie pour la concentration. Le rituel de la réflexion et de l'auto-évaluation est également crucial. À la fin de chaque journée ou semaine, prendre le temps de passer en revue ses accomplissements, ses défis et les leçons apprises renforce la conscience de soi et permet d'ajuster ses stratégies. Ce rituel nourrit la détermination en mettant en lumière les progrès réalisés et en offrant des opportunités d'amélioration continue. C'est un dialogue constant avec soi-même qui affine la direction de sa volonté. La discipline alimentaire et sportive sont des manifestations fondamentales de l'autodiscipline qui ont un impact direct sur l'énergie mentale. Choisir des aliments sains plutôt que de la malbouffe, faire de l'exercice régulièrement même quand on n'en a pas envie et s'assurer d'un sommeil suffisant sont des actes de volonté qui renforcent le corps et l'esprit. Hazlitt aurait vu ces pratiques non seulement comme des voies vers une meilleure santé, mais comme des entraînements quotidiens de l'autodiscipline elle-même. Chaque choix alimentaire conscient ou chaque séance d'entraînement est une victoire pour la volonté. En fin de compte, l'autodiscipline telle que la concevait Henry Hazlitt dans The Way to Willpower n'est pas une contrainte, mais un chemin vers la liberté. En maîtrisant ses impulsions et en alignant ses actions avec ses objectifs profonds, l'individu se libère des chaînes de la procrastination, de la distraction et des regrets. Il devient le maître de son temps, de son énergie et de son destin. L'autodiscipline n'est pas le fardeau du soldat, mais la discipline élégante de l'artisan, qui, par la répétition précise de gestes maîtrisés, transforme la matière brute en œuvre d'art. C'est la pierre angulaire sur laquelle repose l'édifice de toute vie accomplie, la manifestation concrète d'une volonté inébranlable qui conduit à une existence de sens et de réalisation. Leçon 5. Gérer les tentations et distractions. Après avoir posé les fondations de la volonté, de l'autodiscipline et des objectifs clairs, Henry Hazlitt nous confronte à l'une des batailles les plus incessantes de l'existence moderne, celle contre les tentations et les distractions. Ces forces insidieuses, omniprésentes dans notre environnement actuel, sont les ennemis jurés de la volonté, sapant notre concentration, détournant notre énergie et nous éloignant inexorablement de nos aspirations les plus profondes. Pour Hazlitt, la capacité à gérer ces assauts n'est pas un luxe, mais une compétence essentielle pour quiconque aspire à la maîtrise de soi et à la réalisation. C'est l'art de devenir le gardien vigilant de son propre jardin intérieur, protégeant ses précieuses cultures des mauvaises herbes de l'impulsion et du bruit. La première étape de cette gestion est de reconnaître les ennemis de la volonté. Ces ennemis sont multiples et souvent déguisés. La tentation est un désir immédiat de gratification, un appel séduisant qui promet un plaisir instantané en échange d'un abandon de nos objectifs à long terme. Cela peut être la nourriture sucrée lorsque l'on est au régime, la procrastination lorsque l'on a un travail important à faire, les achats impulsifs ou la navigation sans fin sur les réseaux sociaux. La tentation joue sur notre besoin inné de plaisir et notre aversion pour l'inconfort. Elle est souvent un signal de notre esprit cherchant à éviter une tâche difficile ou à combler un vide émotionnel par des moyens faciles. Les distractions, quant à elles, sont des éléments externes ou internes qui détournent notre attention de notre objectif principal. Les notifications incessantes des appareils électroniques, les conversations non pertinentes au travail, le bruit ambiant ou même des pensées vagabondes et non structurées sont des distractions courantes. Leur danger réside dans leur capacité à fragmenter notre concentration
à diluer notre énergie mentale et à nous faire perdre un temps précieux sans même que nous nous en rendions compte. Une série de petites distractions peut s'additionner pour créer une journée entièrement improductive, laissant un sentiment de frustration et d'épuisement. Hazlitt nous inviterait à prendre conscience de la subtilité de ses ennemis. Ils ne se présentent pas toujours comme des menaces évidentes, mais souvent comme des amusements innocents ou des nécessités urgentes. Hazlitt insiste sur le fait que la vulnérabilité aux tentations et distractions n'est pas un signe de faiblesse morale, mais une caractéristique de la nature humaine non entraînée. C'est pourquoi il est crucial de développer des stratégies proactives pour les gérer, plutôt que de s'en remettre à une force de volonté brute qui finit par s'épuiser. Comprendre que ces forces sont universelles permet de se défaire de la culpabilité et d'adopter une approche plus stratégique et moins moralisatrice. La première et la plus puissante des stratégies pour rester focalisé dans un monde plein de distractions est la création d'un environnement physique et mental propice. L'environnement a une influence colossale sur notre comportement. Si votre espace de travail est rempli d'objets distrayants, si votre téléphone est à portée de main avec des notifications actives, vous exposez votre volonté à des défis constants et inutiles. Hazlitt prônerait la suppression active des tentations et distractions de notre champ de conscience. Cela signifie minimiser les notifications numériques, désactiver les alertes sonores et visuelles des applications, des emails et des réseaux sociaux pendant les périodes de travail concentré. Mieux encore, mettre le téléphone hors de vue ou même dans une autre pièce. Organiser son espace de travail, un bureau propre et ordonné, réduit le désordre mental. Chaque objet a sa place et seules les choses nécessaires à la tâche en cours sont présentes. Utiliser des outils pour bloquer les distractions. Des applications ou des extensions de navigateur peuvent bloquer l'accès aux sites web non productifs pendant des périodes définies. Établir des heures silencieuses. Communiquer à son entourage que l'on ne doit pas être dérangé pendant certaines périodes dédiées au travail profond. Au-delà de l'environnement physique, la gestion des distractions internes est tout aussi vitale. Les pensées vagabondes, les ruminations, les listes de choses à faire qui surgissent inopinément peuvent être aussi perturbatrices que des notifications externes. Hazlitt suggérerait d'utiliser la clarté des objectifs comme un filtre. Lorsque l'esprit dévie, ramenez-le doucement à la tâche principale en vous posant la question. Cela me rapproche-t-il de mon objectif actuel? Sinon, notez la pensée sur un carnet pour la traiter plus tard, puis revenez à votre tâche. C'est l'art de la pleine conscience appliquée à la concentration où l'on observe la distraction sans s'y attacher et où l'on ramène son attention avec bienveillance et fermeté. Une autre stratégie efficace est l'établissement de routines et de rituels. Lorsque certaines actions deviennent des habitudes, elles nécessitent moins d'efforts de volonté. Si vous avez pour rituel de commencer votre journée par la tâche la plus importante, cette action deviendra au fil du temps moins sujette à la procrastination ou à la tentation de faire autre chose. Les routines créent un cadre qui soutient la volonté en réduisant le nombre de décisions à prendre et en automatisant les comportements désirés. Elles sont les rails sur lesquels la volonté peut courir sans effort excessif. L'art de dire non intelligemment est une compétence cruciale dans la gestion des tentations et des distractions. Dire non aux autres est souvent difficile, mais dire non à soi-même est encore plus ardu. Pourtant, c'est un acte de puissance qui protège notre temps, notre énergie et notre concentration. Hazlitt nous enseignerait que dire non n'est pas un acte de rejet, mais un acte de protection de notre oui le plus profond. Lorsque l'on dit oui à une distraction ou à une tentation, on dit implicitement non à son objectif principal. Dire non intelligemment implique de comprendre ses propres priorités. Quand une sollicitation se présente, évaluez-la à l'aune de vos objectifs. Si elle ne s'aligne pas, un non ferme mais poli est nécessaire. Cela peut être non à une réunion non essentielle, non à une demande qui ne relève pas de votre compétence, ou non à une opportunité qui, bien que séduisante, vous détournerez de votre chemin principal. C'est un acte de courage, car il peut parfois déplaire aux autres, mais c'est un acte de respect envers soi-même et ses propres aspirations. Dire non à soi-même est encore plus fondamental. C'est refuser la facilité au profit de l'effort. C'est refuser la gratification immédiate pour un bénéfice à long terme.
Hazlitt nous encouragerait à anticiper les moments où notre volonté sera la plus vulnérable et à mettre en place des pré-engagements. Par exemple, si vous savez que vous avez tendance à grignoter le soir, ne gardez pas de nourriture tentante à la maison. Si vous savez que vous perdrez du temps sur Internet, utilisez des applications de blocage. Ces stratégies en amont réduisent le besoin de faire appel à la volonté au moment de la tentation, rendant la résistance plus facile. C'est l'art de ne pas se fier uniquement à sa force brute, mais de concevoir un système qui soutient sa volonté. La visualisation est également une technique puissante pour contrer les tentations. Avant de céder à une impulsion, prenez un moment pour visualiser les conséquences négatives de cette action à long terme et les conséquences positives du maintien de votre discipline. Cette anticipation des résultats renforce la volonté et rend le choix difficile plus attrayant. Inversement, se visualiser en train d'atteindre son objectif et de ressentir la satisfaction de la persévérance peut être un puissant stimulant. En somme, la gestion des tentations et des distractions, telle que Henry Hazlitt la présente dans The Way to Willpower, la voie de la volonté, est une bataille constante mais gagnable pour quiconque choisit de devenir le maître de son esprit. En reconnaissant les ennemis de la volonté, en créant un environnement qui soutient nos objectifs, en mettant en place des stratégies proactives et en développant l'art de dire non intelligemment, nous érigeons un bouclier impénétrable autour de notre détermination. C'est la discipline qui nous permet de rester focalisés sur notre chemin, de préserver notre énergie et de transformer nos aspirations en réalité, même dans un monde conçu pour nous distraire. C'est la liberté de choisir consciemment chaque action plutôt que d'être emporté par les vagues des impulsions et des sollicitations extérieures. Leçon 6. Cultiver l'énergie mentale et physique. Après avoir navigué à travers les méandres de la volonté, de l'autodiscipline et de la gestion des distractions, Henry Hazlitt nous amène à un point crucial, souvent négligé dans les discussions sur la force de caractère, le lien indissociable entre notre énergie mentale et physique et notre capacité à exercer une volonté inébranlable. Pour Hazlitt, la volonté n'est pas une force qui opère dans le vide, elle est profondément enracinée dans la vitalité de notre être. Un esprit fatigué et un corps épuisé sont les plus grands saboteurs de la détermination, tandis qu'une énergie abondante devient le carburant qui propulse nos aspirations vers la réalité. C'est en cultivant cette vitalité que l'on assure une source presque inépuisable de force pour les défis de la vie. Le lien entre santé, énergie et volonté est fondamental. Notre corps et notre esprit ne sont pas des entités séparées, mais un système intégré. Ce qui affecte l'un affecte l'autre. Une mauvaise alimentation, un manque de sommeil chronique ou une absence d'activité physique ne nuisent pas seulement à notre bien-être physique. Ils sapent directement notre capacité à prendre des décisions, à rester concentré, à résister aux tentations et à persévérer face à l'adversité. Un cerveau qui manque de nutriments essentiels ou de repos suffisant est un cerveau dont la capacité de volonté est diminuée. Il devient plus enclin à la paresse, à l'impulsivité et au découragement. Hazlitt, avec une perspicacité rare pour son époque, aurait souligné que la discipline de la volonté commence souvent par la discipline du corps. Lorsque nous sommes physiquement épuisés, notre énergie mentale est la première à en pâtir. La capacité à faire des choix difficiles, à résister aux pulsions, à maintenir une concentration soutenue est directement proportionnelle à notre niveau d'énergie. Inversement, un corps dynamique et en bonne santé soutient un esprit alerte et résilient. L'énergie n'est pas seulement l'absence de fatigue, c'est une vitalité positive qui permet à l'esprit de fonctionner à son optimum, de générer des pensées claires et de soutenir des efforts prolongés. C'est pourquoi prendre soin de sa santé n'est pas seulement un acte de bien-être, mais une stratégie essentielle pour renforcer sa volonté. La négligence de soi physique est une forme silencieuse d'auto-sabotage de sa détermination. Comment le repos, l'alimentation et l'exercice influencent la détermination? Commençons par le repos, et plus spécifiquement le sommeil. La société moderne glorifie souvent le manque de sommeil comme un signe de dévouement. Pourtant, Bennett et Hazlitt s'accorderaient sur le fait que c'est une folie autodestructrice. Le sommeil n'est pas un luxe, mais une nécessité biologique absolue pour la régénération du cerveau.
Pendant le sommeil, le cerveau consolide les souvenirs, nettoie les toxines accumulées et se prépare pour les défis cognitifs du lendemain. Un manque de sommeil chronique entraîne une diminution de la fonction exécutive du cerveau, la partie responsable de la planification, de la prise de décision et, crucialement, de l'autocontrôle. Une personne privée de sommeil est plus irritable, moins capable de résister aux impulsions et moins déterminée à poursuivre ses objectifs. La discipline de se coucher à une heure régulière et de s'assurer d'un sommeil de qualité est un acte fondamental de volonté qui nourrit la volonté elle-même. C'est une stratégie de pré-fatigue qui assure que la batterie sera pleine au réveil. L'alimentation est l'autre pilier essentiel. Notre cerveau est un organe gourmand en énergie et il fonctionne au mieux avec des nutriments de qualité. Une alimentation riche en sucres raffinés, en aliments transformés et en graisses saturées peut entraîner des pics et des creux d'énergie, affectant notre humeur, notre concentration et notre capacité à maintenir nos résolutions. À l'inverse, une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, protéines maigres et graisses saines, fournit un apport constant et stable d'énergie au cerveau. Hazlitt mettrait en lumière la discipline de choisir des aliments nourrissants même lorsque la tentation de la malbouffe est forte. C'est un acte de volonté à chaque repas, un investissement direct dans la clarté mentale et la résilience émotionnelle. Le contrôle de l'appétit et le choix conscient des aliments sont des entraînements quotidiens pour la force de volonté, renforçant notre capacité à résister aux impulsions et à faire des choix sains pour notre avenir. L'exercice physique est le troisième élément vital. Le mouvement n'est pas seulement bon pour le corps, il est une source inestimable d'énergie pour l'esprit. L'activité physique régulière améliore la circulation sanguine vers le cerveau, favorise la neurogenèse, la création de nouvelles cellules cérébrales, et stimule la production de neurotransmetteurs qui améliorent l'humeur et réduisent le stress. Une personne qui fait de l'exercice régulièrement a souvent plus d'énergie, une meilleure concentration et une plus grande résilience face au stress. L'acte même de faire de l'exercice, surtout quand on n'en a pas envie, est un puissant entraînement de la volonté. Se lever tôt pour courir, se rendre à la salle de sport après une longue journée de travail sont des victoires quotidiennes qui renforcent le muscle de la détermination et prouvent à soi-même que l'on est capable de surmonter la résistance interne. C'est une spirale vertueuse. Plus on fait d'exercice, plus on a d'énergie et plus on a de volonté pour continuer à faire de l'exercice. Les techniques de recharge mentale vont au-delà du simple repos physique. Bennett, dans sa Mental Efficiency Series, aurait déjà évoqué la nécessité de pause et de la lecture. Hazlitt, dans le contexte de la volonté, approfondirait ces pratiques. Il s'agit de cultiver des moments de régénération consciente pour l'esprit, même en pleine journée. La méditation est une technique de recharge mentale puissante. Quelques minutes de silence, de focalisation sur sa respiration ou d'observation de ses pensées sans jugement peuvent réduire le bruit mental, abaisser les niveaux de stress et restaurer la clarté. La méditation entraîne l'esprit à se détacher des pensées distrayantes, renforçant ainsi la capacité de concentration et de volonté. C'est un investissement dans la sérénité intérieure qui libère de l'énergie mentale autrement consommée par l'anxiété et la rumination. Les pauses intentionnelles sont également cruciales. Au lieu de travailler sans relâche jusqu'à l'épuisement, Hazlitt encouragerait des pauses courtes et régulières. Ces micro-pauses permettent à l'esprit de se débrancher brièvement, de se rafraîchir et de revenir à la tâche avec une énergie renouvelée. Cela peut être aussi simple que de se lever, de s'étirer, de regarder par la fenêtre ou de boire un verre d'eau. La technique Pomodoro, où l'on travaille intensément pendant 25 minutes, puis prend une pause de 5 minutes, est un exemple moderne de cette sagesse ancienne. Maximiser l'effort par une gestion intelligente de l'énergie. La nature est une autre source de recharge mentale. Passer du temps à l'extérieur, même pour une courte promenade, peut réduire la fatigue mentale, améliorer l'humeur et revitaliser l'esprit. La simple contemplation d'un paysage naturel, l'écoute des sons de la nature ou le contact avec des éléments naturels ont un effet apaisant et régénérateur sur le cerveau. C'est une forme de thérapie gratuite et accessible qui nourrit notre énergie vitale. Enfin,
La nutrition de l'esprit par des idées positives et inspirantes est une forme de recharge essentielle. Tout comme le corps a besoin de bonne nourriture, l'esprit a besoin de pensées constructives. Éviter l'exposition excessive aux nouvelles négatives, aux drames inutiles et aux personnes qui drainent notre énergie est un acte de volonté. Lire des livres inspirants, écouter des conversations édifiantes et s'engager dans des activités qui stimulent la pensée positive renforce notre résilience mentale et notre détermination. C'est choisir délibérément de remplir son réservoir mental avec du carburant de haute qualité. En conclusion, Henry Hazlitt, dans The Way to Willpower, La voie de la volonté, nous offre une perspective holistique sur la volonté. Il nous rappelle que cette force de caractère n'est pas seulement une discipline mentale, mais qu'elle est profondément interdépendante avec notre santé physique et notre énergie. En faisant des choix conscients en matière de repos, d'alimentation et d'exercice, et en intégrant des techniques de recharge mentale dans notre quotidien, nous cultivons un réservoir d'énergie inépuisable qui soutient notre détermination. C'est en prenant soin de notre corps et de notre esprit dans leur ensemble que nous libérons le plein potentiel de notre volonté, nous permettant de poursuivre nos objectifs avec une persévérance et une résilience inébranlables, même face aux plus grands défis de la vie. C'est la véritable architecture d'une vie de force et d'accomplissement. Leçon 7. La volonté appliquée à la vie. Après avoir déconstruit la nature de la volonté, ses mécanismes, son entraînement, la nécessité d'objectifs clairs, le rôle fondamental de l'autodiscipline et l'importance vitale de l'énergie, Henry Hazlitt nous amène à la culmination de son propos, la volonté appliquée à la vie. Ce n'est pas une force qui doit être confinée à des domaines spécifiques, elle est la puissance transversale qui imprègne chaque facette de notre existence, transformant nos intentions les plus profondes en réalité tangible. Pour Hazlitt, la volonté n'est pas seulement un moyen d'atteindre des buts, mais la voie vers une vie pleinement vécue, riche de sens et d'accomplissement. C'est l'œuvre maîtresse par laquelle nous sculptons notre propre destin et réalisons notre potentiel le plus élevé. L'utilisation de la volonté pour apprendre, créer et réussir est l'une de ses applications les plus manifestes. Dans le domaine de l'apprentissage, la volonté est la persévérance qui permet de maîtriser de nouvelles compétences, d'acquérir de nouvelles connaissances, même lorsque la matière est ardue ou que le progrès est lent. Il ne suffit pas d'avoir un QI élevé ou une curiosité naturelle. La volonté est ce qui pousse l'étudiant à s'asseoir et à étudier chaque jour, à refaire les exercices complexes, à ne pas abandonner face à l'incompréhension. C'est elle qui permet de persévérer dans la lecture d'ouvrages difficiles, de se plonger dans des sujets arides mais nécessaires, et de cultiver la patience requise pour l'assimilation profonde. Sans cette force, l'apprentissage reste superficiel, une collection d'informations non digérées. La volonté est le carburant de la curiosité durable. Dans le domaine de la création, qu'il s'agisse d'écrire un livre, de peindre un tableau, de composer une mélodie ou de concevoir un nouveau produit, la volonté est l'allié indispensable du talent. L'inspiration peut frapper, mais c'est la volonté qui transforme cette étincelle en œuvre achevée. Le processus créatif est souvent semé de doutes, de blocages, de frustrations et de moments où l'inspiration semble absente. C'est la volonté qui pousse l'artiste à se présenter à sa table de travail chaque jour, même quand il ne se sent pas inspiré. C'est elle qui permet de retravailler inlassablement, de jeter, de recommencer, de persévérer malgré les critiques ou l'absence de reconnaissance immédiate. Sans volonté, les plus belles idées restent des croquis inachevés, des mélodies silencieuses, des visions jamais matérialisées. La volonté est la discipline qui donne corps à l'imagination. Quant à la réussite, elle est, selon Hazlitt, moins le fruit du hasard ou de la chance que celui d'une volonté appliquée de manière constante et intelligente. La réussite n'est pas une destination, mais la somme de petites victoires quotidiennes, le résultat d'une persévérance inébranlable face aux revers. Qu'il s'agisse de fonder une entreprise, de gravir les échelons d'une carrière ou d'atteindre des objectifs personnels ambitieux, la volonté est la force sous-jacente qui permet de fixer des objectifs, de s'y tenir, de surmonter les obstacles, de gérer les déceptions et de continuer d'avancer. La réussite n'est pas pour ceux qui ne tombent jamais, mais pour ceux qui se relèvent toujours, poussés par une volonté farouche.
Hazlitt met en lumière l'effet boule de neige. Chaque victoire renforce la suivante. C'est un principe psychologique puissant qui démontre la nature cumulative de la volonté. Chaque fois que nous exerçons notre volonté, même sur une petite tâche, nous renforçons ce muscle intérieur. Chaque fois que nous tenons un engagement envers nous-mêmes, chaque micro-objectif atteint, chaque tentation à laquelle nous résistons, nous envoyons un message positif à notre subconscient. Je suis capable, je suis déterminé, je peux le faire. Ces petites victoires construisent la confiance en soi, non pas une confiance arrogante, mais une assurance tranquille, basée sur des preuves concrètes de notre propre capacité à agir. Cet effet boule de neige crée un cercle vertueux. Une petite victoire renforce la volonté, ce qui nous permet de nous attaquer à un défi légèrement plus grand. Le succès dans ce défi renforce encore plus la volonté, ouvrant la porte à des objectifs encore plus ambitieux. C'est ainsi que des personnes ordinaires, en cultivant une volonté progressive, parviennent à des réalisations extraordinaires. La persévérance dans de petits efforts conduit à des habitudes solides, et ces habitudes transforment le caractère, créant une force intérieure qui semble presque illimitée. Chaque goutte d'eau creuse la pierre, non par force, mais par répétition. Chaque acte de volonté, même minime, sculpte notre identité et notre capacité à accomplir. Cet effet est particulièrement évident lorsque l'on observe la vie de ceux qui ont accompli de grandes choses. Ils n'ont pas commencé par des exploits surhumains, mais par la discipline de faire ce qui était nécessaire, jour après jour, année après année. Le compositeur qui pratique ses gammes, le sportif qui s'entraîne par mauvais temps, l'inventeur qui persévère après des centaines d'échecs, tous ont manifesté cette accumulation de petites victoires de la volonté qui, finalement, a mené à un succès éclatant. Ce n'est pas le premier pas qui compte le plus, mais le fait de continuer à faire des pas, même lorsque le chemin est long et incertain. Enfin, Henry Hazlitt nous livre l'ultime vérité sur son œuvre. La volonté est la véritable liberté. Dans un monde qui confond souvent la liberté avec l'absence de contraintes extérieures, Hazlitt nous rappelle que la liberté la plus profonde est intérieure. C'est la liberté de choisir, de ne pas être esclave de ses impulsions, de ses peurs, de ses habitudes ou des désirs des autres. C'est la liberté de diriger sa propre vie avec intention plutôt que d'être ballotté par les circonstances. Sans volonté, nous sommes esclaves de nos désirs passagers. Nous sommes esclaves de la procrastination, de la paresse, de la peur, de l'échec, des distractions incessantes. Nous sommes incapables de nous engager pleinement dans ce qui compte vraiment pour nous. La liberté de faire ce que l'on veut est illusoire si l'on n'a pas la volonté de vouloir ce qui est bon pour soi et de s'y tenir. C'est la volonté qui nous libère de la tyrannie de l'instant présent et nous permet de vivre en accord avec nos valeurs et nos aspirations les plus élevées. La volonté est la liberté de dire non à ce qui nous affaiblit et oui à ce qui nous élève. C'est la capacité à créer sa propre voie, à ne pas se contenter des chemins tracés par d'autres. C'est la résilience face à l'adversité, le courage de persévérer quand tout semble perdu, la force de se relever après chaque chute. Cette liberté n'est pas donnée, elle est conquise, jour après jour, par des actes répétés de volonté. Chaque choix délibéré de discipline, chaque effort soutenu est un pas vers une plus grande autonomie et une plus grande maîtrise de soi. En fin de compte, The Way to Willpower, la voie de la volonté, de Henry Hazlitt, n'est pas un simple manuel de développement personnel, mais une exhortation à l'architecture d'une existence consciemment construite. En appliquant la volonté à chaque domaine de notre vie, apprendre avec acharnement, créer avec discipline, réussir avec persévérance et en reconnaissant que chaque victoire alimente la suivante, nous forgeons une liberté intérieure inestimable. C'est en devenant le maître de notre volonté que nous devenons le maître de notre destin, capable de naviguer les flots de l'existence avec une détermination inébranlable et de réaliser la grandeur qui réside en chacun de nous. La volonté n'est pas une destination, mais le chemin lui-même, un chemin vers une vie pleinement vécue, libre et puissante. Notre voyage à travers les pages intemporelles de La Voie de la Volonté de Henry Hazlitt touche à sa fin, mais l'écho de ses enseignements continuera de résonner longtemps en nous. Nous avons découvert que la volonté n'est pas un concept abstrait,
mais la force motrice concrète de toute réalisation humaine, le distinguant d'un simple désir passager. Nous avons appris qu'elle n'est pas innée, mais une compétence puissante à développer, s'entraînant comme un muscle par la répétition et l'effort conscient. Nous avons vu l'importance vitale de définir des objectifs clairs et des micro-objectifs pour donner une direction inébranlable à notre détermination, évitant ainsi la dispersion et l'auto-sabotage. L'autodiscipline s'est révélée être le bras armé de la volonté, nous permettant de surmonter la procrastination et de cultiver des rituels quotidiens qui nourrissent notre détermination. Nous avons aussi exploré des stratégies concrètes pour gérer les tentations et les distractions, ces ennemis silencieux qui sapent notre concentration et notre énergie. Enfin, nous avons compris le lien fondamental entre notre énergie mentale et physique et notre capacité à persévérer, soulignant l'importance du repos, d'une alimentation saine et de l'exercice pour cultiver une vitalité inépuisable. La vérité essentielle qu'Henry Hazlitt nous lègue est d'une simplicité profonde. La volonté est la clé qui ouvre toutes les portes. C'est la force qui transforme le potentiel en réalité, l'intention en action, le rêve en accomplissement. Que ce soit pour apprendre une nouvelle compétence, créer une œuvre significative, bâtir une carrière florissante ou simplement vivre une vie alignée avec nos valeurs, la volonté est l'ingrédient indispensable. Elle nous libère des chaînes de l'inertie et de l'impulsivité, nous permettant de gouverner notre propre destin avec conscience et détermination. Chaque acte de volonté, aussi petit soit-il, est un pas vers une plus grande liberté et une vie plus riche de sens. Pour continuer à explorer ces puissants livres oubliés et à déverrouiller le potentiel infini de votre esprit, abonnez-vous à notre chaîne. Ensemble, nous continuerons à déterrer ces trésors de sagesse intemporelle pour illuminer notre chemin.